Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce lundi 18 septembre. Le président Tshisekedi séjourne déjà à New York aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État devrait prendre la parole à la grande tribune. Quels pourraient être les axes sur lesquels il devrait se pencher? Vous suivrez l'analyse de la rédaction. À la une également, c'est une nouvelle qui va mettre du baume au cœur des amoureux de ballon rond en RDC. L'attaquant international Jonathan Bolingui est sorti des soins intensifs où il recevait un traitement approprié. Vous suivrez le ministre des Sports François Kaboulo-Mwana Kaboulo à ce sujet. Et puis à l'international, des délestages de courant électrique en Afrique du Sud devient récurrent. Les Sud-Africains recourent désormais au raccordement frauduleux. Et puis, un invité dans ce journal, il s'agit de Vital Ngwangu qui est économiste. Bonsoir Vital. Bonsoir messieurs les journalistes. Voilà, vous avez publié un livre autour de financement de partis politiques. Tout à fait, tout à fait. Nous allons vous retrouver tout à l'heure, mais d'abord, cette actualité. Le mois de septembre marque le début de la nouvelle année de travail de l'Organisation des Nations Unies. Il coïncide traditionnellement avec l'ouverture de la nouvelle session de l'Assemblée générale pour cette année. La 78e session de l'Assemblée générale a déjà débuté depuis le 5 septembre dernier et c'est le 19 de ce même mois que va commencer la grande messe dite le débat de haut niveau. Les objectifs de développement durable occuperont le devant de la scène lors de cette nouvelle session. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est déjà à New York et prendra la parole le mercredi 20 septembre prochain. Quelles pourront être ses priorités dans son speech? Tentative de réponse dans cet élément de Jojo Moulamba. Que le gouvernement de mon pays a demandé la réévaluation. Si c'est mercredi 20 septembre prochain que le président Félix Tshisekedi prendra la parole à la tribune des Nations Unies. Pour cette 78e session de l'Assemblée générale, Félix Tshisekedi centrera son oral sur les questions prioritairement sécuritaires, climatiques et électorales comme l'indiquent certaines sources à la présidence. Pour ce qui est de la sécurité, il est évident que le président Félix Tshisekedi mettra la communauté internationale devant ses responsabilités en vue de trouver une solution durable. Parlant de cette question, il rencontrera le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, afin d'évoquer la lutte contre les groupes armés et les futurs de la MONUSCO. Par ailleurs, la question du climat sera aussi abordée. Pour ces sujets, le chef de l'État martèlera sur le rôle important que joue son pays dans la lutte contre le réchauffement climatique car la RDC dispose de tout ce qu'il faut pour mener à bien cette lutte. Par rapport à cette question, il prendra part au forum sur les objectifs de développement durable. S'agissant des élections du 23 décembre prochain, le chef de l'État ne manquera pas de soutenir le caractère irréversible du processus électoral en cours en RDC. Toutefois, les participants à cette 78e session auront l'occasion de tabler sur la restauration de la confiance et de la solidarité mondiale, mais aussi sur l'accélération de l'action sur le programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la sécurité, la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. Les victimes de la répression meurtrière du 30 août dernier à Goma ont été enterrées ce lundi 18 septembre dans la capitale du Nord Kivu. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et Affaires coutumières qui est arrivé dans la ville de Goma ce lundi a, au nom du gouvernement, déposé une gerbe de fleurs devant les cercueils contenant des corps sans vie. Retour sur la journée de ce lundi qui a été particulièrement agitée à Goma. Déjà autour de 8 heures locales, certains jeunes ont commencé à barricader certains axes routiers moyennant le pierre, notamment dans le quartier Katindondosho et Kieshero dans la partie ouest de la ville et même sur l'axe Kato-Imajengo au nord. La police s'est vite déployée pour tenter de dégager la route. Des tirs de sommation ont même été entendus. Ces mouvements ont entraîné la paralysie des activités socio-économiques, boutiques et magasins sont restés fermés toute la journée. Plusieurs écoles n'ont pas fonctionné. Ces manifestations sont organisées pour s'opposer au programme d'unimation. C'est lundi des personnes tuées lors de l'incident violent du 30 août dernier lié à la répression militaire de la manifestation de Wazalendo
ayant conduit la mort des 50 adeptes. Cette inhumation devrait intervenir ce lundi 18 septembre au cimetière des Macao. Vers midi, il y a eu de vives tensions devant la morgue où se trouvent les victimes par de jeunes qui étaient venus debout à cette opération avant d'être dispersés par la police. Après l'annonce et la mise en terre des mouvements citoyens réunis au sein du collectif du deuil des victimes estiment que la décision a été prise sans consultation de famille des victimes. Ils demandent pour ce faire le report du jour de l'enterrement, la libération de tous les détenus à Zalendo, mais aussi la déclaration d'une journée de deuil national. Vous le comprenez bien, j'espère. Cet élément a été enregistré quelques minutes avant l'enterrement qui, lui, est intervenu tard dans la soirée. Le Nord Kivu, où le général Peter Chirimwami est maintenant le gouverneur par intérim. Il assume ce poste pendant que le lieutenant-général Constant Ndima est encore à Kinshasa où il a été appelé pour consultation au lendemain du carnage de Goma. Le général Peter Chirimwami est également nommé commandant des opérations dans cette province sous état de siège. Je vous laisse suivre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. La défense a pris un arrêté portant nomination d'un gouverneur intérimaire. Comme vous le savez, nous sommes dans un état de siège qui a ses exigences. Le gouverneur militaire étant appelé à Kinshasa en concertation, il n'est pas bon qu'il reste invite, d'autant plus que le gouverneur a le rôle de commandant des opérations militaires qui se passent ici. Voilà pourquoi le commandant suprême a demandé au vice-premier ministre de la Défense de pourvoir assez vite en désignant un intérimaire. Le gouvernement provincial de la Mongala a décidé de décréter 3 jours de deuil à partir de ce lundi à la suite de dégâts matériels et humains causés par un glissement de terrain au camp Akula dans la ville de Lissala, faisant état de 17 morts selon le bilan provisoire publié par les autorités après des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit de samedi à dimanche 17 septembre. Plus de détails dans cet élément. 17 personnes ont trouvé la mort dans la nuit du 16 au 17 septembre à la suite d'un glissement des terrains à Lissala dans la province de la Mongala. Il y a jusque-là 7 rescapés. Ce bilan est encore provisoire selon les autorités. La catastrophe est consécutive à une pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville. Les victimes sont enregistrées au quartier Akula, situé au bas-fond d'un monticule le long du fleuve Congo. Plusieurs maisons ont été englouties, indiquent des témoins qui craignent le pire avec la présente saison de pluie. Jusque-là, les habitants ont du mal à dégager les corps encore enfouis sous les décombres, rapporte le président de la société civile Force Vive de la province de la Mongala, Mathieu Mollet. Le samedi 16, il y a une grande pluie diluvienne qui s'est abattue à Lissala, qui a causé plusieurs dégâts pour l'écroulement d'une montagne qui a englouti plusieurs maisons sur le quartier Akula, le long du fleuve Congo. Il y a une montagne, alors on a construit les maisons en bas. Comme il y a la pluie qui s'est abattue toute la journée, il y a écroulement du sol. On déplore 17 morts et puis 7 rescapés. Bilan provisoire. Et les corps sont toujours sous les sables. On cherche à dégager les sables, mais les dégâts sont énormes. Manuellement, c'est un peu difficile. Il faut l'intervention d'un engin pour enlever des maisons qui sont englouties par les sables dans ces quartiers. On s'adresse aux autorités de la province qui viennent en aide rapidement pour les sinistrés. Et on prie au président de la République parce que la ville de Lissala bientôt là va disparaître. Trop d'érosion, des routes il n'y en a même pas parce que la pluie continue toujours. C'est pour cela que nous voulons aussi lancer un cri d'alarme à nos élus, les députés, les sénateurs qui viennent en aide aux sinistrés de la ville de Lissala pour le moment. Le gouvernement provincial de la Mongala a décidé de décréter 3 jours de deuil à partir de ce lundi 18 septembre 2023 à la suite des dégâts matériels et humains causés par ces drames. Une décision qui est contenue dans un message de condoléances du gouvernement de la province César Limbaya Mbangissa adressé aux familles des victimes. Ces derniers s'est dit déterminés à mettre tout le moyen en œuvre afin de garantir une sépulture digne aux illustres disparus.
Le procès opposant Salomon Kalonda au ministère public est renvoyé pour le 25 septembre prochain. Les avocats de la défense ont soulevé quelques exceptions, dont l'incompétence de la cour militaire de juger leur client, qui est un civil. Aussi, ils ont sollicité l'annulation des procès-verbaux établis par le ministère public. Patience Lokeke. Le procès opposant Salomon Kalonda Dela, conseiller de Moïse Katumbi au ministère public, s'est poursuivi ce lundi 18 septembre 2023 à la haute cour militaire de la Gombe. Les avocats du prévenu ont soulevé un déclinatoire de compétences et ont sollicité l'annulation de procès-verbaux de l'auditorat militaire. Selon les avocats du prévenu, la cour doit se déclarer incompétente en raison que leur client étant un civil, il ne peut pas être justiciable de la cour militaire, car cette juridiction ne juge que le militaire d'un certain grade. Les avocats de la défense ont également soulevé une exception demandant la nullité de procès-verbaux établis par le ministère public à cause de leurs irrégularités. Salomon Kalonda a été interpellé le 30 mai au tarmac de l'aéroport d'Njili à Kinshasa. Plusieurs chefs d'accusation sont retenus contre le prévenu Kalonda, entre autres l'atteinte à la sûreté de l'État ainsi que de collusion avec les responsables rwandais dans le cadre de la rébellion du M23. Comme annoncé au début de ce journal, nous recevons dans ce journal un invité. Il s'agit de Vital Ngwangu. Vous êtes économiste, assistant à l'Université pédagogique nationale et formateur en droit en comptabilité OADA. Vous venez de publier un livre qui est intitulé « Nouvel outil de comptabilité pratique ». Le livre traite notamment de la gestion des entités à caractère non lucratif, les partis politiques, les églises et les ONG également. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots le contenu du livre ? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je suis très heureux d'être avec vous sur ce plateau et j'aimerais profiter de cette occasion pour pouvoir saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, sans plus tarder par rapport à votre préoccupation, c'est un ouvrage que nous avons rédigé par rapport aux problèmes que nous avons identifiés dans notre société. Il y a eu pratiquement des problèmes majeurs. Le premier, c'était lié au manque, plutôt à l'absence de manuel de comptabilité adapté à la réalité de ces entités. Et la deuxième problématique, c'était lié par rapport justement, n'est-ce pas, aux personnes qui ont la responsabilité de tenir la comptabilité dans les entités précitées. Donc voilà un peu, cet ouvrage vient justement apporter une solution parce que cela a une vocation justement de faire découvrir et de faire comprendre au public que la comptabilité reste un outil de gestion par excellence d'une entité, quelle que soit sa forme, sa taille et son secteur. Voilà, votre ouvrage s'adresse particulièrement aux partis politiques. C'est pourquoi on en parle aujourd'hui, des partis politiques, des églises ou des ONG, on va dire des organisations, typiquement celles qui sont peu enclines justement à des outils de comptabilité, des outils de gestion comme ça. Et j'imagine qu'après la publication du livre, vous avez dû prendre langue avec des chefs de partis, des chefs d'église. Quel a été leur feedback par rapport au livre? Et puis, selon vous, est-ce que les partis peuvent-ils rendre public des informations à caractère financier, alors que on sait que c'est entre guillemets des informations stratégiques? Merci beaucoup pour votre question, elle est très pertinente. D'abord, ce qu'il faut savoir, en ce qui concerne la comptabilité, eh bien, les partis politiques doivent d'abord tenir une comptabilité régulière et à la fin de chaque année, ils sont obligés de pouvoir élaborer les états financiers. Eh bien, ces états financiers-là, peut-être, ils peuvent les rendre publics. Ça, c'est une obligation légale?
Absolument, c'est une obligation. C'est sur papier, mais c'est une obligation légale. Légale, c'est sur papier. Et dans la pratique, est-ce que vous pensez qu'ils sont disposés à rendre public ces genres d'informations autour des finances? Absolument. Moi, je crois que si les travaux ont été bien faits, eh ben, ils doivent justement rendre public ou disposer leurs états financiers à toute personne qui souhaite justement avoir les informations sur ces informations financières. Et d'ailleurs, lorsque toutes ces strictes-là, par exemple pour les partis politiques, après avoir élaboré ces états financiers, ils devraient aller déposer les comptes annuels au niveau du ministère de l'Intérieur qui a justement la responsabilité de gérer les partis politiques. Et donc, c'est très important. Il n'y a pas quelque chose de caché. Et d'ailleurs, la comptabilité générale dans sa nature a une obligation de transparence. De transparence. Et obligatoire. Voilà, et obligatoire. Absolument. Mais quel a été le feedback des chefs des partis si vous avez parlé avec eux? Oui, nous avons eu à échanger avec les responsables des partis politiques, avec plusieurs pasteurs, même plusieurs responsables des ONGD. Eh bien, ils sont très contents. Ils ont bel et bien réussi l'ouvrage et ils m'ont personnellement encouragé parce qu'il n'y a pas des manuels qui ont été publiés dans ces domaines. Dans ce sens-là. Oui. Et est-ce qu'ils ont déjà commencé le travail justement d'engager des comptables pour faire ce travail-là ou bien ils se sont juste arrêtés à vous féliciter? Absolument. Bien qu'il y a des structures qui s'organisent, mais il y en a tant d'autres qui traînent encore. Mais nous continuons à sensibiliser la population pour qu'ils puissent justement emboîter les pas. Et je voudrais vous signaler en passant que notre pays est membre de l'OHADA. Et l'OHADA venait de publier l'acte uniforme relatif à ces entités-là. Et donc, ils sont obligés de tenir la comptabilité selon les systèmes comptables OHADA. Oui. Et ils sont censés aller jusqu'au ministère de l'Intérieur pour faire des déclarations officielles. Mais est-ce que cette obligation-là ne marche-t-elle pas seulement avec des partis qui bénéficient par exemple de dotations publiques? Est-ce que dans le contexte congolais, avec 900 partis politiques, ça se fait ou bien c'est faisable? Tout à fait, c'est faisable. Et d'ailleurs, nous avons plusieurs lois qui existent dans ces domaines. Les lois existent, mais c'est dans la pratique. Nous avons la loi, je vais y arriver, nous avons la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo, qui oblige les partis politiques de pouvoir tenir une comptabilité régulière et de déposer leur compte annuel à la fin de l'année. Et donc, c'est une loi qui existe, c'est une obligation légale. Et il y a quand même quelques partis politiques qui essayent de bien s'organiser et qui déposent. Et je voudrais signaler ici que la loi prévoit également des sanctions. Et les responsables du ministère de l'Intérieur devraient justement sanctionner les partis politiques qui ne déposent pas les rapports annuels. C'est très important. Voilà, donc je rappelle que vous êtes économiste, assistant à l'Université pédagogique nationale, Vital Ngwangu, on vous retrouve tout à l'heure. Nous poursuivons avec ce journal. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a pris part à la 7e édition de la conférence ministérielle de coopération économique Corée-Afrique. Ces assises qui se sont tenues pendant 4 jours, soit du mercredi 12 au vendredi 15 septembre 2023 à Busan. La deuxième ville de la Corée avait pour thème embrasser un avenir durable, transition énergétique juste et transformation agricole en Afrique. Le jeudi 14 septembre, la session a été consacrée notamment à la République démocratique du Congo. Des plus amples informations avec Dieudonné Wanali.
Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a pris part à la 7e édition de la conférence ministérielle des coopérations économiques Corée-Afrique. Ces assises, qui se sont tenues pendant 4 jours, soit du mercredi 12 septembre au vendredi 15 septembre 2023 à Busan, la deuxième plus grande ville de Corée, avait pour thème embrasser un avenir durable, transition énergétique juste et transformation agricole en Afrique. Le jeudi 14 septembre, la session a été consacrée notamment à la République démocratique du Congo. Sans aller par les dos de la cuillère et sans tergiverser, le patron de l'économie congolaise a, dans son speech de circonstance, présenté sa patrie, la RDC, comme un pays solution au changement climatique et à la transition énergétique. Des défis majeurs auxquels fait face non seulement les continents africains, mais le monde tout entier. Et nous voulons dire que nous, les pays africains, nous sommes victimes de ces changements climatiques. Nous sommes un continent vierge, un continent qui ne pollue presque pas, et nous avons bien sûr des regrets, parce que toutes les résolutions des différentes rencontres et conférences sur l'environnement jusqu'à aujourd'hui n'ont pas produit des résultats escomptés. Avant d'éventer les potentiels miniers de la RDC. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 000 km², c'est plus de 100 millions d'habitants. C'est aussi un scandale minier. Nous avons tous les minéraux qu'il faut pour la transition énergétique, que ce soit le cobalt, que ce soit le lithium, que ce soit le coltan et les autres minéraux dont je vous ai parlé d'énumération ici, l'or, manganèse, diamant, tous les minéraux du tableau de Mendeleev, vous les trouvez en République démocratique du Congo. Quant au défi de l'énergie propre et renouvelable, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe a fait savoir que la RDC dispose également d'un potentiel énorme. Nous pouvons aussi apporter des solutions de par notre potentiel énergétique. L'énergie propre, non polluante et renouvelable. Quand vous regardez la carte qui vous est présentée là-bas, tout ce qui est en vert, ce sont des sources de potentiel énergétique. En dehors de Inga, qui a lui seul à 44 000 MW, les autres sources associées à Inga, la République démocratique du Congo, à 100 000 MW. Durant son séjour boussanais, le vice-premier ministre n'a pas manqué de rappeler aux participants que sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC a suffisamment progressé dans l'amélioration du climat des affaires et des investissements en simplifiant davantage les procédures administratives pour la création des entreprises et en diversifiant son économie dans le but de vaincre la pauvreté et les inégalités sociales. Nous retrouvons donc notre invité Vital Ngwangu. Le but recherché dans votre ouvrage, c'est aussi lutter contre la corruption dans les partis politiques et consorts. Mais je vous renvoie maintenant au contexte congolais. Regardez par exemple le ministre de l'Intérieur, c'est un membre influent et actif d'un parti politique actif, bon, entre guillemets. Est-ce que vous pensez que les partis, entre guillemets, rivaux peuvent venir exposer les informations financières? Ce sera peut-être une arme que le parti auquel appartient le ministre peut utiliser contre ce parti-là. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aussi, c'est on va dire, un écueil? Oui, mais c'est les journalistes. C'est vrai que le ministre, c'est un homme politique, mais il y a toute une administration au sein du ministère qui gère justement les partis politiques. Il y a un secrétariat général qui gère les partis politiques. Et moi, je crois que la loi existe et les partis politiques doivent justement tenir leur comptabilité comme il le faut et passer au ministère de l'Intérieur pour les déposer en bonne et due forme comme l'exige la loi. Moi, je crois qu'il n'y a pas de problème
En fait, à ce niveau-là, oui. Il n'y a pas de problème. Voilà, ce sera la dernière question. Ailleurs, par exemple, parce que nous parlons parti politique, nous parlons gestion, nous parlons comptabilité, donc ça touche forcément aux recettes, aux dépenses et consorts. Ailleurs, par exemple, dans des moments électoraux comme le nôtre aujourd'hui, il y a des obligations légales qui imposent aux partis politiques un plafond à ne pas dépasser en termes de dépenses électorales. Est-ce que vous pensez qu'au Congo, c'est faisable, imposer par exemple aux partis au pouvoir de ne pas dépasser un certain seuil? Et si c'est possible, quels sont les éléments, je sais peut-être que vous n'avez pas parlé de ça dans votre livre, mais quels sont les éléments auxquels, par exemple, le pouvoir public peut recourir pour contrôler tout ça? Bon, je crois qu'un pays fonctionne avec les lois. Mais chez nous, la loi n'a pas marqué ou donné les plafonds en ce qui concerne les montants qu'il ne faut pas dépasser. Oui. Alors, je crois que chaque parti va justement s'organiser de sa façon. Et je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est seulement l'État. En fait, c'est l'État qui organise les choses dans un pays. Il doit justement avoir des legs dans la gestion justement des partis politiques. Il doit savoir comment est-ce que chaque parti évolue pour éviter beaucoup de problèmes. Voilà. Donc c'est très important. Voilà. Pour que nous ne puissions pas tomber pour les cas qu'il y a eu en France, par exemple, avec Nicolas Sarkozy. Les grands partis parfois retrouvé ont avec beaucoup de financement, ils écrasent le petit. Voilà, avec des millions de dollars, on ne sait pas d'où provenait cet argent-là. Voilà. Et voilà maintenant, lorsque l'État encadre les partis politiques, surveille, eh bien, il saura justement connaître les recettes et les réalisations de chaque parti politique. C'est très important. Du moins, il convient de préciser qu'en RDC, ce n'est pas une obligation légale. On vous remercie bien, M. Vital. C'est une obligation légale de tenir la comptabilité. Le plafond autour des dépenses électorales. Je parlais des dépenses pour le plafond, là, il n'y a pas de problème. Les dépenses électorales. Voilà, M. Vital Ngangou, je rappelle que vous êtes économiste, formateur en comptabilité au ADA et puis assistant à l'UPN. On vous remercie beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Merci beaucoup. On va poursuivre avec ce journal. En sport, le TP Mazembe Anglebert s'est imposé face à Niassa, 1-0 à Lilongwe au Malawi en match comptant pour le deuxième tour préliminaire aller de la Ligue des champions de la CAF. Cette victoire permet à Mazembe de bien négocier la phase retour prévue dans 2 semaines à Kamalondo pour espérer se qualifier en phase de groupe de la plus prestigieuse des compétitions africaines de football après avoir manqué 2 éditions consécutives. Blaise Kouzola. La bonne opération de ce week-end a été réalisée côté congolais par le tout-puissant Mazembe ce dimanche 17 septembre 2023 à Lilongwe au Malawi à l'occasion du match aller de 16e de finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF face à l'équipe de Niassa qui a été dangereux mais puni matinalement au Bingu National Stadium. Les tandems formés à Katumbi Football Academy, Ngaramouloumi Bato et Glody Likonza à la manœuvre dans la récupération et la relance du jeu. Cheikh Moumar Abdallah Fofana est lancé, ses dribbles dévastateurs pour s'effrayer un chemin avant de déclencher une belle frappe à l'entrée de la surface. L'aigle malien débloque son compteur but avec le Corbeau, 1-0 à la 6e minute. Noma et les siens assiègent les camps des Corbeaux. Kevin Mondeko fait l'intervention qu'il faut à la 91e minute. Siedi Badjo rassure, la victoire est en poche. Reste à finir le boulot dans 2 semaines à Kamalondo pour la manche retour qui confirmera un retour en force des Badiangwena sur l'échiquier continental après avoir manqué des éditions de la phase de groupe de la plus prestigieuse compétition africaine de clubs. Cheikh Fofana, il est passé. Et la faute de Cheikh Fofana! La faute de Cheikh Fofana! Toujours en sport, l'international congolais Jonathan Bolingi Mpangi est sorti des soins intensifs depuis dimanche. Il est en Serbie. L'information a été confirmée par le ministre des Sports Claude-François Kabulo Mwana Kabulo depuis Paris où il séjourne. Blaise Kouzola.
est sorti des soins intensifs, annonce faite par le ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kaboulo-Mona Kaboulo. Le numéro 1 du patron du sport congolais a fait une mise au point sur la santé préoccupante de Bolingi Pangui depuis la capitale française, Paris, où il séjourne. Je viens de suivre la situation de très très près concernant notre joueur avant-centré Bolingi Merikani. Je viens de m'entretenir avec notre ambassadeur en Serbie, Monsieur Kalala, qui me rassure que ce matin à 10h, notre footballeur est sorti des soins intensifs et il est toujours sous surveillance ventilation. Donc les médecins sont en train de les suivre. Les premiers examens n'ont pas laissé des traces de typhoïde, n'ont pas laissé des traces de poison, contrairement à ce qu'on raconte, il n'est pas du tout empoisonné, que par contre son sang a été envoyé dans un centre spécialisé pour des examens approfondis. Donc il y a 50% de chances que Merikani et Bolingi s'en sortent et que les soins sont administrés à 80 km de Belgrade. Notre ambassadeur et tous les diplomates sont en train de suivre de près sa situation et que la prise en charge est assurée par son équipe de football. Donc, plus de peur. En outre, le club serbe a indiqué que Jonathan Bolingi Pangui a reçu la visite réconfortante de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Serbie, Joseph Kalala. Ces derniers s'est même entretenu avec les médecins traitants de Bolingi qui lui a rassuré que le joueur bénéficie de soins le plus diligents au sein de l'Institut de malades pulmonaires Kemenika où une équipe éminente de spécialistes supervise son traitement. Jonathan Bolingi a été frappé par une infection pulmonaire débilitante qui l'a contraint à une hospitalisation d'urgence. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Face à la baisse de la production de l'électricité due à la sécheresse et à la vétusté des centrales à charbon jugées très polluantes, la Société nationale d'électricité sud-africaine ne parvient plus à satisfaire la demande sans cesse croissante. Face à cette situation, le raccordement frauduleux reste l'unique solution. Les autorités publiques sud-africaines appellent cela le vol d'électricité. Les plus pauvres parlent, eux, des survies pour accéder à un service de base en Afrique du Sud. Et les branchements illégaux perturbent le réseau et provoquent des tensions sociales dans les quartiers défavorisés. Suivons. Police contre habitants des bidonvilles. Au Cap, la lutte est concentrée autour d'un besoin vital, l'électricité. Ces policiers sont venus arracher des branchements illégaux, des centaines de mètres de câbles enterrés à la hâte par des habitants sans solution. Au bout du compte, on fait quoi? On s'allonge et on meurt, ou on essaie comme n'importe quel être humain, n'importe quel animal de se battre pour survivre. Ici, la survie consiste à se connecter illégalement au réseau. La police coupe et les câbles sont emportés. L'Afrique du Sud souffre depuis des années de coupures électriques, d'un réseau défaillant ou inexistant. La société publique Eskom est criblée de dettes, ses centrales à charbon sont vétustes. Résultat, chacun, et surtout les plus pauvres, doit se débrouiller. Pour les personnes âgées qui prennent des médicaments et qui ont besoin d'oxygène, le courant est si faible que le réservoir ne peut même pas pomper l'oxygène pour elles. Et nous devons alors les transporter à nouveau à l'hôpital. Pensez-vous qu'il soit juste, en tant qu'être humain, d'être traité de la sorte ? La réponse des autorités ici est sécuritaire et justifiée par la perte d'argent. La ville du Cap ne peut pas tolérer ces câbles, car cela entraîne des déconnexions qui affectent une communauté plus large, et cela coûte cher. Pour le deuxième trimestre, nous avons dépensé 200 000 € à cause de ces raccordements illégaux. À ce jour, ce quartier, comme beaucoup d'autres dans le pays, n'est donc relié à aucun réseau électrique, malgré les promesses des dirigeants politiques à moins d'1 an des élections générales.
En 2022, les envois des fonds de la diaspora ont atteint 97 milliards de dollars. Ces fonds de la diaspora africaine vers le continent jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social de l'Afrique. Ils contribuent à réduire la pauvreté, à améliorer les conditions de vie de famille et à stimuler la croissance économique. C'est un commentaire de nos confrères d'Africa 24. Les envois de fonds de la diaspora africaine vers le continent ont atteint un montant record de 97 milliards de dollars en 2022, selon les dernières données publiées par la Banque mondiale. Ce chiffre, qui marque une augmentation significative par rapport aux années précédentes, témoigne de l'importance croissante des envois de fonds pour les économies africaines. 84 milliards de dollars en 2020, partis de 67 milliards en 2016 pour atteindre 86 milliards de dollars en 2019. Le soutien des citoyens africains de la diaspora a toujours été quelque chose de sentimental, d'émotionnel. À côté de ça, tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, l'Europe commence à devenir difficile à vivre. De plus en plus, les gens commencent à regarder l'Afrique comme étant une destination d'investissement. Ça veut dire qu'en fait, l'accroissement que l'on observe, c'est d'abord le soutien social des jeunes gens qui vivent en Europe vis-à-vis de leur famille. Mais aujourd'hui, ça commence à être de plus en plus de l'argent pour investir sur le continent et devenir rentable. En 2022, l'Égypte et le Nigeria ont été les principaux récipiendaires des envois de fonds de la diaspora africaine avec respectivement 28,3 milliards de dollars et 20,1 milliards de dollars. Pour l'Afrique subsaharienne, les remises migratoires ont augmenté de 6,1% en 2022 pour atteindre 53 milliards de dollars. L'Égypte et le Nigeria ont toujours traditionnellement eu des envois assez importants. Il faut savoir que la communauté nigériane, essentiellement dans les pays de l'Occident, est très prospère. Et donc, la quantité d'argent qu'ils envoient dans leur pays est tout à fait proportionnelle à leur productivité. Et en ce qui concerne l'Égypte, c'est le pouvoir d'achat des Égyptiens de manière globale. Et il faut quand même aussi reconnaître que avec l'investissement global qu'il y a eu sur le canal de Suez, les gens ont compris qu'il y a beaucoup plus de rentabilité en Afrique plutôt qu'en Europe. Les envois de fonds de la diaspora africaine représentent d'ailleurs des parts importantes du produit intérieur brut de plusieurs pays du continent, soit 28,9% en Gambie, 23% au Lesotho, 21,1% aux Comores, 14,1% au Cap-Vert et 10,4% en Guinée-Bissau. Ils sont devenus une source de revenus vitale pour de nombreux pays africains, dépassant même souvent les revenus issus des exportations de matières premières. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des principaux titres. Le président Félix Tshisekedi séjourne déjà à New York dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État devrait prendre la parole à la grande tribune. Quels pourraient être les axes sur lesquels il devrait se pencher? Vous avez suivi l'analyse de la rédaction. Et puis, à la une également, vous l'avez suivi, c'est une nouvelle qui va mettre du baume au cœur des amoureux du ballon rond en RDC. L'international Jonathan Bolingui est sorti des soins intensifs. Il a recevé des traitements appropriés. Et vous avez suivi le ministre François Kaboulo-Mona Kaboulo à ce sujet. À l'international, des délestages du courant électrique en Afrique du Sud deviennent récurrents. Le Sud-Africain recourt désormais au raccordement frauduleux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.